Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue à notre table ronde. France Renouvelable organise ce colloque national éolien. Il y a quelques années, on était France Énergie Éolienne, on organisait le colloque national éolien. Aujourd'hui, nous sommes France Renouvelable, nous organisons quand même le colloque national éolien, mais nous travaillons bien au-delà. Nous travaillons sur les systèmes électriques. Les systèmes électriques dans lesquels sont intégrées nos éoliennes, sont intégrés nos réseaux, sont intégrées nos autres sources de production, sont intégrées aussi bien sûr nos sources de consommation, enfin notre consommation et notre stockage, etc. Et nous avons voulu aujourd'hui aller un peu au-delà pour réfléchir la transition énergétique, en l'occurrence le système électrique et ses impacts ou comment on gère ces impacts sur l'environnement. Et donc du coup, merci beaucoup à nos intervenants de nous rejoindre. Merci beaucoup à Robin qui va animer cette table ronde. Cédric Barbary de Engie, bienvenue. Paul Bonfils, bienvenue. Et Jean-François Lésigne, là aussi, on va avoir beaucoup de retours sur une longue expérience chez RTE et sur les réseaux. Et puis Florence Simonet, de chez Vattenfall, mais en même temps la vice-présidente de la commission, et Robin. Donc du coup, on va vous entendre nous parler pas que de l'éolien, mais du système électrique globalement, et de la grande question sur laquelle nous sommes obligés de nous pencher tout le temps, c'est comment on marie les deux. Comment on marie les deux, que ce soit la protection de la biodiversité, mais aussi la protection de la transition énergétique. Nous sommes très souvent face à des challenges où nous pouvons trouver des bonnes solutions sur la question des impacts. Mais quel est le coût quels sont les coûts de ces solutions? Quel est le vrai équilibre entre ce que nous allons investir pour trouver des solutions et ce que nous allons investir pour, bien sûr, réussir cette transition énergétique? Nous sommes challengés tous les jours en tant que développeurs, en tant qu'exploitants sur ces sujets-là. On voit bien dans l'éolien, on parle de quel est le seuil d'impact qui est admissible, comment on peut mesurer un impact qui va au-delà du simple projet, c'est-à-dire au-delà du simple projet et de son impact immédiat sur son environnement, qu'est-ce qu'il apporte comme impact positif sur la question de la décarbonation et sur la question du réchauffement climatique. Donc du coup, il est où le bon équilibre dans tout ça? Combien de bridage pouvons-nous nous permettre? Combien de SDA pouvons-nous nous permettre? Où est-ce qu'on doit trouver la bonne ligne et se dire, voilà, ici, nous avons un bon équilibre. Ici, nous avons réussi à mesurer tous les impacts au-delà du simple projet, au-delà du simple impact autour de ce projet géographiquement. Donc du coup, je nous souhaite à tous une très belle table ronde. Romain, je te donne la parole et encore une fois un grand merci et bienvenue. Merci Roy. Donc une petite présentation de nos invités, donc du plus proche au plus lointain par rapport à moi. Florence Simonet, directrice générale de Vattenfall Éolien, qui nous parlera d'éolien offshore en particulier tout à l'heure. Ensuite, nous avons Jean-François Lésigne, coordinateur du club infrastructure linéaire et biodiversité, anciennement chez RTE et spécialiste de toutes les thématiques de réseau de transport d'électricité. Ensuite, nous avons Paul Bonfils, chargé de mission ENR et biodiversité au comité français de l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et puis, Cédric Barbary, responsable du pôle biodiversité chez Engie Green. On va d'ailleurs commencer avec toi, Cédric, sur la présentation des actions d'Engie, sur des projets que vous développez et la prise en compte de l'environnement dans ces projets-là. Je te laisse la parole. Merci Robin, bonjour à tous, bonjour à toutes. Robin, lorsque tu m'as posé cette thématique, moi, il y a deux termes qui m'ont interpellé, c'est le terme ensemble et le terme respectueux de l'environnement.
Alors pourquoi ensemble? Parce qu'ensemble, vous imaginez tous que construire un projet, que ce soit éolien ou ENR, seul sur un territoire, c'est pratiquement impossible. Donc au quotidien, nos équipes travaillent avec les collectivités, avec les ONG, avec les élus. Donc pour moi, ensemble, c'était un terme extrêmement important dans cette thématique. Et respectuer l'environnement, alors je me pose une question, c'est que pourquoi aujourd'hui devons-nous régulièrement justifier le fait que nous protégeons l'environnement, nous la respectons, en sachant qu'on est au cœur de ce respect, au cœur de cette transition énergétique et au cœur aussi de la décarbonisation. Tous les jours, les développeurs, les exploitants, nos dirigeants et les décideurs vivent avec cette idée et transmettent à leurs équipes cette notion de respect de l'environnement. Donc j'aurais tendance à dire que arrêtons peut-être à un moment donné de se justifier et parlons, et je pense que Roy en a parlé également, mais parlons des impacts positifs de ce qu'on apporte au quotidien. Pour illustrer peut-être mes propos, Engie Green, donc filiale d'Engie, c'est un peu plus de 2% de la masse salariale qui travaille sur l'expertise environnementale. Donc c'est une 15-20 personnes, donc c'est pas rien. Donc ça vous illustre clairement le fait qu'au sein de nos entreprises, cette notion de protection de l'environnement, elle est totalement intégrée dans le management. C'est pour un projet éolien, c'est 25% de ressources qui sont dédiées au développement d'un projet éolien. C'est plus de 20% d'un budget. Ouais, c'est quelques chiffres qui marquent cette notion de protection de l'environnement. C'est aussi une présence sur toute la chaîne de valeur. Engie, donc les équipes d'experts, environnement, donc quand on parle d'environnement, d'ailleurs on ne parle pas que nature, on parle aussi acoustique, on parle aussi paysage, et on parle aussi carbone, donc ces experts interviennent sur tous ces sujets-là. Et donc sur toute la chaîne de valeur. Donc dès la prospection, nous avons déjà identifié avec ces experts les différents enjeux, les différents possibles impacts du projet sur un territoire. Et au fil de l'eau, avant de passer aux étapes suivantes, il y a chez Engie des comités qui valident régulièrement ces passages. Donc avant de passage en développement, où également là, nous intervenons, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent le déroulement, mais pour rappel, pour la nature, c'est plus d'une année d'études écologiques, donc, et voire même plus sur certains projets. C'est aussi parfois des focus sur des espèces en particulier. C'est aussi un état initial de l'acoustique qu'on pourrait aussi obtenir sur le site. Voilà, c'est un certain nombre d'études qui nous amènent avec des partenaires extérieurs, bien évidemment, les bureaux d'études qui nous accompagnent sur tous ces sujets-là, à rédiger donc un dossier qui est partagé avec les services instructeurs, qui d'ailleurs, j'estime aujourd'hui qu'ils sont pour certains parfois difficiles à travailler, d'autres très ouverts, et donc j'invite peut-être les services à communiquer entre eux pour peut-être leur communiquer les bonnes pratiques et les besoins aussi qu'on a nous, côté développeurs ou exploitants, de discuter, d'échanger, d'évoquer nos problématiques. Tout à l'heure, Roy évoquait les systèmes de bridage, donc on parlait de SDA, donc les systèmes de détection avifaune, ou éventuellement les bridages aussi chauve-souris. On doit le faire, on doit brider, on doit protéger et respecter la biodiversité, mais il faut aussi qu'on trouve un équilibre, et un équilibre économique de nos systèmes viables et durables. Aujourd'hui, moi j'ai des exemples de projets qui sont extrêmement compliqués à vivre économiquement, parce que on nous impose, et parfois à juste titre, c'est vrai, mais parfois aussi avec des excès qui me semblent peut-être à mener en réflexion, qui mettent des projets en déséquilibre économique. Donc j'invite vraiment les services à travailler main dans la main pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Si je poursuis un peu la méthodologie que l'on met en place pour étudier et réduire au maximum nos impacts et nos effets sur l'écologie et sur l'environnement en général, en phase construction, par exemple, chez Engie, il y a automatiquement et naturellement un AMO, donc un assistant maître d'ouvrage, qui est en charge de suivre l'évolution du respect de la nature, mais aussi du traitement des déchets, mais aussi du respect des risques de pollution qu'on pourrait aussi avoir
durant cette phase-là, est donc le garant d'un chantier propre et sans impact. Et en phase exploitation, et là j'insiste beaucoup, qui est une phase extrêmement importante aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 20 ans, peut-être plus qu'il y a 10 ans, et j'en discutais hier encore avec les fédérations, c'est qu'il faut absolument qu'on travaille plus sur l'exploitation. Nos parcs, nos projets sont matures, on est aujourd'hui dans des phases de renouvellement. On a des demandes de plus en plus importantes avec les services de l'État ou les ONG qui, je le dis aujourd'hui, qui jouent leur rôle et qui sont aussi nos garants de nous permettre de produire des études et des projets encore plus respectueux de demain. Mais travaillons plus avec nos exploitants. Engie également travaille depuis peu, c'est vrai, sur le stockage. Nous avons aujourd'hui quelques projets avec des idées de stockage. Donc on a beaucoup d'objectifs importants pour 2027. Nous espérons rattraper notre retard. Et puis voilà, Robin, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Peut-être un petit mot sur le label TED. Je pense que tu souhaites que je dise un petit mot là-dessus. Alors le label TED est un label qui a été créé par Engie. Alors, créé avec l'assistance d'un bureau externe de contrôle, donc Bureau Veritas. L'objectif de ce label, c'était de rendre lisible ce que nous faisions et ce que vous faisiez au quotidien auprès de nos parties prenantes. Et pour l'interne, c'était aussi d'engager les équipes vers un process engageant, libre et aussi respectueux de l'environnement. Alors, ce label était composé de 3 piliers. Un pilier donc nature, un pilier carbone et puis un pilier territoire. 2 mots sur le pilier nature. L'objectif, c'était de rendre transparent l'ensemble de nos résultats avec les parties prenantes. C'était aussi de partager avec les universités ou avec des écoles l'accès à des sites de telle façon à leur fournir des terrains de jeu pour leur TP. Et puis, c'était aussi d'étudier un certain nombre de retours d'expérience avec les scientifiques pour s'améliorer et proposer des projets encore plus vertueux demain. Voilà, merci. Merci Cédric. Donc on a vu avec toi le retour sur les ENR terrestres. On va regarder maintenant le retour sur l'éolien en mer avec Florence, qui est experte de l'environnement de l'éolien en mer. Merci Robin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je vais vous parler de la biodiversité en mer et vers un sujet qui nous tient à cœur au sein de Vattenfall, c'est comment dépasser en fait les impacts qu'on présente toujours comme négatifs pour vraiment présenter ce qui peut être positivé sur nos projets. Alors, je voulais juste faire un petit récapitulatif. On a beaucoup parlé hier avec la ministre, avec Emmanuel Vargon, président de la CRE, de la décision du ministre sur la planification en mer, donc pour la mise en œuvre des DSF. Donc c'est globalement la localisation des parcs éoliens en mer au large de nos côtes françaises. Et c'est à l'issue d'un débat public assez intense, assez unique, puisqu'il a tenu place autour des 4 façades. Et je trouve que les retours d'expérience, les messages du public sont intéressants et pertinents, il faut les écouter. C'est ce que tu disais, Cédric, les ONG sont là aussi pour être des garde-fous. Et donc là, j'ai noté trois éléments. C'est vraiment une petite sélection, il y a eu d'autres remarques. C'est d'abord, les gens considèrent qu'il n'y a pas assez de données. On manque de connaissances et donc on a des difficultés à évaluer nos impacts pour l'éolien en mer. Ensuite, assez simplement, on oppose éolien et biodiversité, et donc il n'est pas concevable d'installer nos projets dans des zones Natura 2000. Et enfin, ce qui peut paraître assez étonnant, c'est que un certain nombre de personnes considèrent que les observations qui sont faites sur des parcs éoliens en mer en Europe, pour ce qui concerne Vattenfall, ne sont pas applicables, pas pertinents pour des projets français. D'une manière générale, tous nos projets sont soumis à autorisation et dans ce cadre, ils sont soumis à une étude d'impact et on doit appliquer une séquence pour protéger notre biodiversité. Et c'est donc la fameuse séquence éviter, réduire, compenser. Mais on pense qu'on peut aller plus loin. On peut concevoir des projets avec des impacts positifs sur la biodiversité.
Et dans les celles qui vont suivre, je vous présenter des exemples très très concrets sur ce que nous faisons au sein de Vattenfall, mais on est d'autres développeurs à faire la même chose. Tout d'abord, pour comprendre, pour maîtriser nos impacts, il faut d'abord les comprendre. Donc là, 2 exemples très concrets sur les études que nous menons sur les comportements des espèces. Le premier, ce que j'ai retenu, c'est des études qui sont menées sur notre projet au large d'Aberdeen, donc au large de l'Écosse. Donc c'est un petit projet de 11 turbines de 8,8 MW, assez proche des côtes. C'est notre plateforme, c'est notre centre de recherche. On mène différentes études. Et là, j'ai pris l'exemple des oiseaux. C'est une étude assez récente où on investit, en l'occurrence, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, pourquoi? Parce que la technologie est extrêmement coûteuse en mer. C'est pas pareil que... on change d'échelle. Il faut des bateaux et c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Donc là, c'est une étude qu'on a menée sur 2 ans pour étudier finalement la reproduction et le comportement en vol des oiseaux à l'approche de notre parc. Et on a fait pour cela des mesures radar, couplées à des vidéos, couplées à de l'intelligence artificielle. Donc on fait aussi beaucoup d'innovation sur ce centre de R&D. Et sur les 10 000 vidéos qui ont été enregistrées, aucune collision n'a été détectée. Aucune. Alors bien entendu, on pourra toujours nous opposer le fait que ces observations sont faites en période diurne, mais on travaille actuellement sur comment on peut aussi mesurer ces activités en phase nocturne. Donc ça, ces premiers résultats nous permettent d'abord de comprendre le comportement, pas de collision, mais il faut aller au-delà. S'il n'y a pas de collision, ça veut dire qu'ils évitent, où est-ce que ces oiseaux se déplacent et quelle est la conséquence sur ces populations. Donc ça, c'est le premier, c'est pas de collision, mais que se passe-t-il? Donc on va continuer à poursuivre ces études. Deuxième étude, et donc là on change d'échelle, on va étudier le comportement sur les chauves-souris en mer Baltique. Et là c'est sur plusieurs pays, donc Danemark, Allemagne, Norvège, Suède, très large échelle. Et on compare en fait, grâce à nos parcs éoliens qui sont en mer et à terre, avec tout un système de mesures. Donc c'est une très très large échelle, c'est comment ces espèces migrent, quels sont leurs comportements, les populations. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une modélisation du comportement pour s'améliorer et maîtriser nos impacts. Et donc là, mieux concevoir pour obtenir des effets positifs. Encore une fois, 2 exemples. Le premier, c'est un parc qui a été mis en service l'année dernière au large des Pays-Bas, donc Holland the Kust, 1,5 gigawatts. Donc c'est assez conséquent. Et donc là, on a essayé de travailler sur... On sait que nos parcs éoliens en mer ont un effet récif. Et donc, on voulait accroître cet effet récif, puisque c'était une des sollicitations des ONG environnementales. Et donc là, on a travaillé avec nos équipes environnementales, qui sont aussi assez conséquentes au sein d'Interval, c'est un service dédié, et nos ingénieurs, et on leur a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc là, on a travaillé sur la fondation, et là, donc c'est la petite photo qui est présentée. Donc au sein des fondations, on a créé des ouvertures, donc il y a vraiment un vrai travail avec les ingénieurs techniques, parce que créer des ouvertures au sein d'une fondation, c'est pas anodin sur la stabilité, notamment quand il y a des échanges de charges. Et donc on a fait des ouvertures afin que les espèces mobiles puissent entrer au sein des fondations et avoir un espèce d'abri, et augmenter et accroître cet effet récif. Donc là, les études ont démarré et on va avoir des points réguliers de mesure 2, 6 et 11 ans qui sont menés dans des cadres, c'est un cadre très scientifique, et on va donc pouvoir publier dans les revues scientifiques. Deuxième exemple, donc nos parcs éoliens en mer sont dotés d'enrochements pour protéger les fondations, les câbles des phénomènes d'affouillement, c'est-à-dire les creusements. Et donc ces récifs créent de la biodiversité, mais aussi peuvent avoir des phénomènes où ils vont casser la vague. Et donc on se posait la question, est-ce qu'on peut aller au-delà? Et donc là c'est le projet Barif au large de l'île de Samsø au Danemark. On a également pas mal de projets. Et l'idée c'était de voir comment en dimensionnant des enrochements, on pouvait finalement avoir un impact positif pour atténuer l'érosion du trait de côte, puisque effectivement ça c'est un enjeu majeur
Pour les pays européens qui ont des façades maritimes et qui sont légèrement en dessous du niveau de la mer, ça va être très très problématique. Et donc là, il y a un double avantage, c'est d'abord avoir un effet positif sur la faune et la flore, donc toujours cet effet récif, mais également pour éviter l'utilisation ou le recours à des rechargements assez négatifs pour les plages, pour finalement assurer le maintien de la côte. Et dernier élément que je voulais présenter, que nous faisons également, c'est qu'on travaille avec l'ensemble de la filière. Ce n'est pas que nos projets. On essaie d'impliquer les industriels sur nos sujets. Et encore 2 exemples. Très récemment, donc, on a annoncé un partenariat et notre engagement sur le recyclage des aimants permanents. Les aimants permanents au sein des éoliennes, hein, c'est 1 à 8 tonnes. C'est énorme. Et donc à l'échelle d'un projet de 1,5 gigawatts, vous imaginez bien les quantités. Les aimants permanents, c'est des terres rares. Il y a des enjeux géopolitiques très importants. Il y a très peu de production de terres rares en Europe. C'est Groenland et Norvège. Donc voilà, c'est un enjeu important. Il faut pouvoir recycler ces matières pour pouvoir les utiliser. Alors, bien entendu, ce n'est pas pour demain, mais il faut préparer justement toute cette technologie, puisque nos parcs, on a déjà démantelé, par exemple, 4 parcs éoliens en mer, et donc on est très sensibilisé à ces sujets-là. Deuxième, donc ça c'est en fin de vie, et on peut aussi annoncer en début de vie qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, sur le parc qu'on va installer en Allemagne, à l'échéance 2026, donc là c'est le parc de Nordlicht. Donc 56 des 112 turbines vont être équipées de mâts produits à partir d'acier vert. Donc avec une réduction des émissions carbone. Comment? Puisque cette production d'acier, elle est faite à partir de renouvelables et ça permet de vraiment réduire notre empreinte carbone. Et vous me direz, qu'est-ce qu'on fait en France? Alors, Vattenfall n'est pas présent en France. Pour le moment, on est candidat préqualifié pour l'appel d'offres numéro 8, pour 1,5 gigawatt au large de la Normandie. Donc que fait la France? Donc là, j'ai souhaité retenir 3 exemples. Le premier, c'est que fait l'État? L'État a mis en place un observatoire de l'éolien pour justement répondre à la question où sont les données, que font les opérateurs. Et donc l'idée, c'est ici, avec un budget de 50 millions d'euros, ce qui est assez conséquent, mais comme je vous l'ai indiqué, l'éolien en mer, c'est pas anodin quand on doit déplacer des bateaux et mettre en place toutes ces technologies. Et créé depuis 2022, le but, c'est de valoriser toutes les connaissances, capitaliser sur ces connaissances et monter de nouveaux projets pour améliorer la connaissance. Deuxième structure que je voulais citer, c'était France Énergie Marine, qui développe un très grand nombre de projets. Là, j'ai cité le projet Drakkar Mermaid, qui est en fait la mise en œuvre d'un mât de mesure, en fait, le mât de mesure de Fécamp, qui appartenait à EDF pour le développement de son projet au large de la Normandie. Donc France Énergie Marine a récupéré ce mât de mesure pour l'équiper de différents systèmes de mesure pour finalement mesurer les chauves-souris, les oiseaux, les poissons, les mammifères marins. Donc c'est une technologie qui nous permettra encore une fois d'améliorer la connaissance. Et puis au niveau des opérateurs, les opérateurs mènent aussi des groupements d'intérêt scientifique. Donc ils sélectionnent des projets avec une cohorte d'experts pour encore une fois améliorer la connaissance. Et donc, pour conclure, oui, je pense et je suis convaincue qu'on peut avoir un impact positif net sur la biodiversité. Ce n'est pas qu'un vœu pieux, mais pour cela, il faut investir dans la recherche, l'innovation et l'acquisition des connaissances. Merci beaucoup Florence. Donc on a vu 2 exemples de développement de projets ENR. Maintenant, on va regarder au-delà des projets ENR, parce que dans le système électrique renouvelable, on a aussi une composante qui sont les réseaux électriques. C'est dont tu veux nous parler, Jean-François. Tu as une expérience de longue date avec RTE notamment, donc le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Et tu vas nous expliquer ce qui est mis en place au niveau des infrastructures de transport pour la biodiversité. Oui, alors du coup, je vais commencer par parler un petit peu du CILB, le Club des infrastructures linéaires et de la biodiversité, dont je coordonne les activités. C'est vraiment ce qu'on appelle travailler ensemble. Le contexte de la création du club, c'est qu'en fait, les infrastructures linéaires ont une particularité par rapport à d'autres infrastructures, c'est leur linéarité et du coup l'effet barrière qui est connu depuis très longtemps et qui donc fragmente le territoire. Et qui donc, à l'époque où on a mis le focus sur ces sujets, j'allais dire au moment du Grenelle de l'environnement, on a mis
on a voulu lancer donc la trame verte et bleue, et donc on a identifié les infrastructures linéaires comme fragmentantes d'une façon forte sur le territoire. Et donc on était collectivement concernés, toutes les infrastructures linéaires. Mais parallèlement à ça, on a aussi voulu mettre en évidence, et de le faire collectivement, que ces infrastructures linéaires pouvaient être des corridors pour la biodiversité, puisqu'on parlait à l'époque des corridors écologiques, et ce qui est devenu après la trame verte et bleue. Mais cette idée était déjà dans les esprits dès les années 2000. Et donc on a voulu ensemble travailler sur cette question, sachant que ces dépendances vertes, on va dire, c'est plusieurs milliers d'hectares. RTE, c'est 400 000 hectares d'emprise sous nos lignes. La SNCF, c'est encore plus. Les routes, c'est encore beaucoup plus. Donc c'est des milliers et des milliers d'hectares. Donc si on s'occupe de ces hectares, on peut avoir un impact positif. Et on revient un peu sur l'idée que vous avez développée, c'est oui, on a un impact négatif, mais on peut aussi avoir un impact positif, sauf qu'il faut s'en occuper. Et je pense que c'est encore un challenge, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'en occuper, on le voit d'ailleurs sur les bords de route, les efforts qui ont été faits, nous faisons pareil sous nos infrastructures. Voilà, alors une image pour vous remontrer les différents types de réseaux, les réseaux fluviaux, les réseaux routiers, les réseaux ferrés, les réseaux électriques, les réseaux de gaz, les réseaux, là c'est une passe à poissons. Après, on peut le représenter parce que en fait, souvent, on connaît mal ces infrastructures parce qu'on ne va pas se promener dessous. C'est pas là, on va faire des promenades. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de nature. Et le vrai problème, c'est que pendant très longtemps, on a considéré collectivement que là où il y avait de l'industrie, il n'y avait pas de nature, et là où il y avait de la nature, il n'y avait pas d'industrie. Or, ça, c'était, à mon avis, une erreur de base. Et on travaille, en fait, depuis 2008, c'est ce que je vais vous dire, à essayer de changer cette vision. Et on l'a fait, d'ailleurs, entre autres, et d'ailleurs, ces images ont été faites à l'occasion d'un travail avec l'UICN en 2014, et je reviendrai dessus. Donc voilà, aujourd'hui, on est une dizaine d'entreprises membres de ce club. Il a été fondé en 2008. Ce n'est pas vraiment une association, on a juste signé une charte. C'est extrêmement léger comme organisation. Mais nos objectifs, c'est de partager les expériences et la connaissance. C'est de représenter les infrastructures linéaires pour ce qu'elles sont parmi toutes les organisations nationales et régionales, d'ailleurs maintenant, qui travaillent sur les questions de la biodiversité. C'est communiquer vers l'extérieur et sensibiliser nos personnels pour qu'ils aient plus honte de dire « nous, on aime la nature », puisque ce n'était pas la mode dans un certain nombre de nos entreprises il y a encore pas si longtemps. Donc on leur dit « décomplexez-vous, dites que vous aimez la nature, c'est bien pour tout le monde ». Voilà. Et puis alimenter les bases de données, puisque comme on l'a dit, c'était vraiment le sujet. Alors, en mer, c'est évidemment encore plus critique, mais même à terre, la connaissance de la biodiversité, c'était un véritable enjeu. Alors je vais passer rapidement, c'est pour vous dire qu'on a fait un certain nombre de choses qui ont aidé à nous construire. D'abord de travailler sur la trame verte et bleue. Ça a été effectivement ce séminaire dont j'ai parlé, pour essayer de travailler ensemble avec tous nos partenaires qui sont sur le territoire, les associations de défense de l'environnement, mais les agriculteurs, les chasseurs, les villes, les DREAL, enfin tous nos partenaires finalement avec lesquels on vit pour faire marcher des réseaux. Et on s'est réunis pour dire est-ce qu'effectivement ces corridors d'infrastructures pourraient devenir des corridors écologiques. Et du coup, évidemment, on a répondu pourquoi pas, mais vous avez du boulot. Et donc, c'est le boulot qu'on est en train de faire depuis 2014, mais qu'on avait commencé d'ailleurs avant. Et puis après, un travail également avec la recherche, parce que c'est pareil, dans nos entreprises, on n'avait pas beaucoup de recherche sur ces questions de la biodiversité, elle n'était pas très structurée, et en se mettant ensemble, on a pu avancer beaucoup plus vite. Et on a fait une alliance avec un programme qui existait au ministère qui s'appelle ITECOP, avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et d'ailleurs, pour votre information, ITECOP est en train d'ouvrir sa recherche à l'éolien et aux énergies renouvelables avec l'appui de l'ADEME. Alors ça, c'est nouveau, c'est le dernier appel à projet on en est au 4e, et donc cet appel à projet comporte maintenant des projets qui travaillent sur cette question des infrastructures et de leur intégration dans l'environnement. Des travaux, alors aussi pour le grand public, un numéro Terre sauvage dédié aux infrastructures linéaires et la biodiversité, qui a été un travail intéressant et je pense un beau travail.
des choses plus politiques, une enquête sénatoriale sur la compensation en 2017, dans laquelle le CILB a voulu mettre l'accent sur les petites infrastructures, parce qu'ils étaient partis, les sénateurs, à regarder 4 grands projets, dont Notre-Dame-des-Landes. Donc entre Notre-Dame-des-Landes, vous voyez, et depuis beaucoup de nos projets, il y a quand même une marge. Donc on voulait attirer l'attention sur la compensation sur l'ensemble des projets. Et puis les conférences IENE. Donc là aussi, je vous engage à regarder ce que fait cette association européenne sur l'intégration des infrastructures dans l'environnement. Donc le CILB est partenaire de IENE depuis 2016. Voilà. Puis après, évidemment, c'est de la représentation au Comité national pour la biodiversité, à la FRB, avec l'OFB, ITCOP, IENE. Bon, je vais passer parce que ça va être trop long sans ça. L'idée, c'est les entreprises et les naturalistes, on doit avoir un langage commun, on doit apprendre à se connaître, et ce travail ensemble va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Voilà. Je viens maintenant au réseau électrique, puisque c'était aussi la deuxième partie de la commande. La particularité des électriciens, ceci dit, je pense que les éoliennes, c'est un petit peu pareil, c'est qu'on n'est pas propriétaire des terrains qui sont surplombés par nos lignes. On a une obligation d'entretien, et puis on a 2 impacts, j'allais dire, significatifs majeurs sur la nature. C'est la percussion et l'électrocution aviaire, et puis c'est la gestion de la végétation au sol. Donc c'est ces 2 points que je vais traiter là. Il est commun à RTE et Enedis, les deux grands réseaux. Donc pour nous, c'est 100 000 km de réseau côté RTE, et puis Enedis, 1,3 million de km, mais 700 000 en aérien. C'est surtout ceux-là, évidemment, qui sont concernés. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a 70% en zone agricole et 20% en zone boisée. Et c'est surtout dans la zone boisée, pour ce qui est de la végétation, que la question se pose, parce que dans les terrains agricoles, c'est les agriculteurs qui entretiennent sous les lignes. Par contre, dans les zones boisées, c'est nous, les entreprises de réseau, qui faisons l'entretien. Alors pour les oiseaux, depuis les années 80, on travaille sur cette question. On a développé du matériel pour éviter les percussions, donc c'est ces spirales, ces balises avisifères. Pour les électrocutions, il faut que les oiseaux ne viennent pas se poser à des endroits critiques dans nos installations. Donc il y a les pics, il y a ces anémomettes. Maintenant, on a développé aussi des nacelles pour sécuriser les nids, parce que les oiseaux, et en particulier les grands pylônes comme les nôtres, les oiseaux aiment beaucoup s'y installer, les cigognes, les balbuzards, les aigles. Et donc, ils font leur nid un peu n'importe où. Et vous voyez, là, il y a un nid de cigogne à un endroit dangereux, puisque c'est tout près du conducteur. Donc après, on les sécurise, ces nids, en les mettant des nacelles à des endroits qui ne posent pas de problème non plus à l'installation, parce que quand il y a des branches ou des fientes qui tombent, si on le met entre 2 phases, eh bien, il n'y a pas de problème. Un point qui m'a semblé aussi important de vous dire, c'est que ce travail sur les oiseaux, qui a commencé dans les années 80, il a été quand même très compliqué, parce que là, il n'y avait pas vraiment un grand amour entre la LPO et EDF à l'époque, et c'était un peu la bataille. Donc quand on a pris conscience qu'il fallait évidemment travailler sur ces questions, on l'a fait en fait avec des scientifiques, des universitaires, et les associations étaient quand même assez frustrées de ne pas participer au travail. Et donc, à partir de 2004, on a décidé de travailler ensemble. Et ça a été une vraie révolution. C'était un Grenelle de l'environnement un peu avant l'heure. C'est qu'on s'est mis autour de la table et on a créé un organisme qui s'appelle le Comité national avifaune. Et depuis 2004, régulièrement, c'est plusieurs fois par an, on a une réunion LPO, FNE, Enedis, RTE pour travailler sur ces questions des oiseaux. Alors ça a permis d'améliorer le matériel, ça a permis de gagner la confiance, ça a permis de faire des partenariats, et ça s'est pas terminé parce que ça commence, mais en tous les cas en 2023 on a monté un live ensemble, donc c'est pas rien de monter un live, et c'est donc ce live Safe Life pour Bird qui est monté en partenariat avec le CILB, et puis du coup, non pas avec le CILB, avec Elia, avec d'autres entreprises européennes de réseau. Si maintenant je fais un focus sur la végétation telle qu'on l'entretient classiquement, c'est du girobroyage. C'est un peu les haies après leur passage. Vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est efficace industriellement, mais évidemment pour la nature, c'est pas l'idéal. Et puis pour les riverains, souvent, c'est un peu les pleurs, parce que le paysage a été détruit. Donc en fait, depuis maintenant une quinzaine d'années, on a commencé à essayer de trouver d'autres solutions. Et la solution qu'on a trouvée, c'est en fait de travailler avec des partenaires. Parce qu'en fait, on s'est dit, nous, on n'est pas capable de savoir quel est le meilleur projet sous une ligne. Quand vous avez 100 000 km de ligne, vous ne pouvez pas connaître tous les micro-habitats. Et donc l'idée, c'est d'avoir un porteur de projet
Et généralement, ces porteurs de projets, là sur cet exemple, c'était les chasseurs dans Seine-et-Marne. Mais après, c'est les PNR, c'est les conservatoires d'espaces naturels, c'est les agriculteurs, c'est tous ceux qui sont sur le territoire, qui ont une vision large de leur territoire. Et du coup, on leur propose finalement tout l'argent qu'on mettrait dans l'entretien de cette végétation. Donc, c'est tous ces girobroyages tous les 3 ou 4 ans. On leur donne tout cet argent pour faire leur projet. Donc, une partie pour investir, pour transformer éventuellement l'espace. Et puis, une partie qui leur sert après à faire la maintenance. Alors, évidemment, on est obligé de signer avec le propriétaire aussi, parce que le propriétaire, généralement, c'est pas lui qui a l'idée du projet. Mais par contre, comme c'est chez lui, il faut qu'il soit d'accord pour qu'à la place de son bois qu'il ne va jamais récolter, puis qui sera gérobroyé, on mette du trèfle, qu'on mette des prairies, qu'on mette des buissons. Voilà. Donc ça, c'est l'idée qui a été lancée aussi vers 2006-2008 et sur lequel on a travaillé. Pour faire ça, ce transparent, c'est simplement pour vous montrer que comme on ne pouvait pas le faire tout seul, on a noué des partenariats. Et vous voyez petit à petit qu'on a noué des partenariats autour de cette idée. Le premier, c'était avec les chasseurs qui nous ont proposé et nous ont aidés à rentrer dans ce dispositif. Mais après, on a eu beaucoup d'autres partenaires. Et puis, on a eu aussi, ce qui a été important, on a fait un live. J'en ai parlé tout à l'heure pour les oiseaux, mais on a aussi fait un live. Là, c'était une association belge qui portait le truc. Et c'était Elia, notre homologue, et RTE, pour transformer ces tranchées en U que vous voyez en haut, en V, avec de la nature sous les lignes, pour montrer que la nature, elle est très bien sous les lignes. Alors, il y a eu beaucoup de sites en Belgique, parce que c'est eux qui avaient commencé à préparer le live, et puis nous, on s'est raccroché à ce live avec nos projets que nous avions déjà lancés par ailleurs. Et alors pour terminer, je vais vous dire, vous voyez, les 7 trucs qu'on a testés, il y avait les lisières étagées, donc passées en V, il y avait des vergers conservatoires. En fait, l'idée, c'est de mettre sous la ligne des espèces qui n'atteindront jamais la ligne et qui peuvent rester sans qu'on ait à les venir les détruire. C'est ça l'idée générale. Ça peut être aussi des restaurations d'espace, donc là, c'est des tourbières dans les Ardennes qui ont été remis en eau, ou des landes. Vous avez aussi des prairies de fauche. Alors les prairies de fauche, c'est l'idéal, parce qu'on les fauche une fois par an. Tout le monde est content parce que ça fait du foin. Il y a des pâturages, alors il y a beaucoup d'animaux. Alors suivant les espaces, c'est plutôt les moutons qui sont adaptés, d'autres c'est plutôt les vaches. Voilà. Il y a aussi un volet lutte contre les invasifs parce que c'est un sujet. Alors sous les réseaux électriques, dans l'ensemble, on n'est pas trop ennuyé. C'est moins le cas le long des infrastructures type routières et ferroviaires. On peut aussi installer des mares qui sont une façon d'aider à faire la trame bleue. Voilà, alors pour terminer, tout ça, ça se fait aussi avec des engagements. Alors je ne sais pas quelles sont les entreprises chez vous qui ont pris aussi des engagements dans Hack4 Nature ou dans le système plus ancien de l'engagement à la SNB, qui est donc maintenant Entreprise engagée pour la nature. En tous les cas, c'est des engagements qui aident en tous les cas ceux qui portent l'environnement dans l'entreprise, parce que ça oblige à prendre des engagements et surtout ça permet avec le système Hack4 Nature que la tête de l'entreprise s'engage. Parce que souvent, ceux qui sont en charge de l'environnement, ils marnent dans leur coin et puis ils essaient, mais tant qu'ils font le boulot, tout le monde est content. Mais après, d'avoir un engagement fort de l'entreprise, ça permet d'entraîner l'ensemble des collaborateurs. Et ces types d'engagement, c'est extrêmement productif pour tirer les entreprises. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en tenir. Alors nous, on a développé avec IENE un sous-organisation, mais là au niveau européen, qui s'appelle Transport for Nature, qui est en fait le même engagement, mais pour les infrastructures de transport. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup Jean-François, c'était un point de vue très complet sur les infrastructures de transport et une transition toute faite pour notre quatrième intervenant sur la nécessité de travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs, y compris du coup les ONG environnementales comme l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et donc c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, Paul. Merci beaucoup à toutes et tous de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, je voulais présenter assez rapidement, promis, je vais essayer d'être bref, l'UICN et un travail qu'a réalisé son comité français l'an dernier sur le sujet de la prise en compte de la biodiversité dans la conception et la planification des projets éoliens et photovoltaïques terrestres. Je vais essayer de ne pas être trop hors sujet, même si je frise un peu le hors sujet pour le photovoltaïque, mais je pense que ça reste quand même intéressant et ça
peut aussi intéresser pas mal de gens ici, parce que éolien et PV sont quand même assez fermement liés dans la transition énergétique. Donc, pour commencer, qu'est-ce que l'UICN? C'est une organisation intergouvernementale qui est composée de membres que sont des États, des organisations étatiques, des agences gouvernementales, des collectivités locales et aussi des ONG et des fondations. À l'échelle internationale, ces membres-là sont répartis dans plus de 160 pays dans le monde et l'UICN s'appuie aussi sur un très grand réseau d'experts qui sont répartis en plusieurs commissions pour travailler sur des thématiques particulières liées évidemment au sujet de la conservation de la nature et de la biodiversité. L'UICN a été créé en 1948, donc de son ancienneté, de sa large répartition dans le monde, elle fait aujourd'hui pas mal de figures de référence sur les thématiques liées à la biodiversité, à l'état de la nature et des ressources naturelles. Et elle accompagne notamment des politiques publiques, que ce soit nationales ou internationales, en matière d'environnement. Et voilà. Dans des pays où les membres veulent se regrouper pour travailler ensemble, notamment sur la question de la biodiversité à l'échelle nationale, ils peuvent se regrouper en comités nationaux. C'est le cas en France, où le comité français est composé d'à peu près 75 membres. Donc il y a 2 ministères, il y a des agences de l'État, par exemple il y a l'OFB, l'ONF, le MNHN, le CIRAD, l'INRAE, des organismes publics comme ça, mais aussi des ONG, des fondations et de la même façon qu'à l'échelle internationale, un réseau d'experts qui sont de la même façon regroupés dans plusieurs commissions dont le travail est appuyé par des programmes portés par l'équipe salariée du comité français. Et parmi ces programmes-là, parmi ces thématiques-là, l'UICN France travaille depuis 2012 sur la question des énergies renouvelables, à la fois sur l'éolien offshore depuis longtemps d'ailleurs, et puis voilà, évidemment éolien terrestre, PV et tout autre type d'énergie renouvelable, toujours en lien avec les questions liées à la biodiversité. Donc l'an dernier, l'UICN a publié un recueil de retours d'expérience. L'idée, c'était d'étudier comment la biodiversité était prise en compte dans les phases amont des projets terrestres pour identifier des bonnes pratiques et les valoriser au travers de cette brochure et essayer d'en tirer des grandes recommandations, des grandes lignes. Alors, bon, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais évidemment, pour petit rappel, l'UICN a une position qui est très fermement à la faveur de la transition énergétique, très clairement, pour des questions éminemment environnementales liées au changement climatique, à la souveraineté énergétique, tout ce qu'on veut, mais toujours en même temps, transition énergétique sans que cela se fasse au détriment de la biodiversité, qui est éminemment nécessaire au maintien de nos économies, de nos systèmes et de notre survie, tout simplement. Donc, pour se recentrer sur ce document, tout d'abord, c'est un travail qui a été lancé en 2022 avec un appel à retour d'expérience qui a eu 24 retours, dont 12 ont été sélectionnés, qui permettaient d'illustrer une variété de technologies, de types de projets et de répondants. Donc, on a la moitié de ces retours d'expérience qui proviennent de porteurs de projets, à la fois éoliens, PV ou agrivoltaïques, et des retours d'expérience d'organismes publics, des intercommunalités, des parcs naturels régionaux. On a également un service de l'État, l'Adréal PACA. Donc l'idée, c'était d'avoir un panorama assez large où on a étudié à la fois donc, des projets concrets et des documents de planification des énergies renouvelables, donc des chartes de PNR, des PCAET, des choses comme ça. Donc l'idée, c'était d'en tirer des enseignements. Je ne vais pas vous présenter chaque retour d'expérience parce que ça risque d'être un peu long et cette brochure est disponible sur notre site internet. Mais l'idée, c'était d'en tirer des enseignements et c'est ça, c'est ce sur quoi je voulais me concentrer ce matin. Donc déjà, des obstacles qui sont rencontrés par les porteurs de projets ou les collectivités qui souhaitent planifier ou concevoir des projets. Il y a l'aspect connaissance dont on a parlé plusieurs fois, l'aspect connaissance à la fois sur les impacts, même si dans certains types de projets, notamment terrestres, ça commence à être bien connu, mais évidemment aujourd'hui on développe beaucoup l'offshore, et là il y a beaucoup plus de paramètres qui varient, et c'est loin, et on connaît moins bien. Il y a aussi un manque de connaissances encore sur l'efficacité de certaines mesures, alors ERC, on en parlait tout à l'heure grâce à Florence, et ERC-AS aussi avec accompagnement et suivi, qui est de plus en plus développé. Il y a aussi une question de la planification, qui est aujourd'hui quand même un petit peu abordée avec les zones d'accélération des énergies renouvelables. Et puis, des contraintes pour les développeurs qui sont à la fois d'un point de vue foncier, sur le
morcellement du foncier anthropisé, qui est, comme tout le monde le sait, le foncier à privilégier pour le développement des énergies renouvelables, qui reste malgré tout des projets d'aménagement, donc forcément à impact, puisqu'il y a un chantier, il y a une modification des habitats naturels. Donc s'installer sur des terrains artificialisés est évidemment la meilleure chose à faire, puisque ce sont a priori, dans la plupart des cas, ceux qui ont le moindre enjeu environnemental, mais ce sont des fonciers qui souvent sont morcelés, et atteindre une rentabilité économique pour un projet sur un petit foncier de 500 mètres carrés, ou soyons gentils, 5000 mètres carrés même, c'est quasiment impossible. Et puis des contraintes techniques, c'est-à-dire parfois il faut dépolluer des sites, que ce soit des bâtiments avec des questions d'amiante, que ce soit des anciennes carrières qui ont été ensuite utilisées comme site de stockage de déchets, etc. Bon, il y a aussi l'aspect coût. Au-delà de la rentabilité des projets, il y a le coût pour la planification des énergies renouvelables. Pour une petite commune de quelques centaines d'habitants, se munir d'une charte ou d'un document de planification, c'est pas évident, par manque de moyens humains, par manque de temps. Et puis aussi, pour les porteurs de projets, on en parlait tout à l'heure, 3 millions d'euros, c'est des coûts qui sont tout de suite extrêmement importants. Les coûts de mise en place de mesures ERC. Et puis aussi le coût simplement du foncier anthropisé. Il y a quand même depuis quelques années un peu un dumping des prix, comme on dit, sur des sites très favorables, notamment pour le photovoltaïque, des anciennes carrières, où on a le marché du loyer des anciennes carrières pour les développeurs de projets PV devient extrême. Donc il y a évidemment des contraintes qu'on observe et dont il faut tenir compte. Et il ne faut pas être aveugle, surtout en tant qu'ONG et du côté biodiversité. Il ne faut pas qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Mais pourquoi vous ne faites pas les choses bien ? Parce que ce n'est pas toujours facile. Et donc, d'où l'intérêt de communiquer, de dialoguer pour essayer de travailler ensemble pour rendre ces choses possibles. Et le dernier point contraignant, c'était lié à la réglementation, qui est parfois un petit peu nébuleuse, à la fois pour des services de l'État, puisqu'elle est changeante, et puis il faut parfois comprendre, interpréter, et pour les porteurs de projets. Par exemple, j'en sais rien, récemment, les questions d'agrivoltaïsme, on attend le décret, et puis on se rend compte, lorsqu'il est publié, qu'il y a certains projets qu'on portait qui ne sont plus tout à fait fonctionnels ou rentables. Donc, c'est effectivement un sujet aussi qui est assez intéressant et sur lequel l'UICN peut jouer un rôle, puisque nous avons souvent l'oreille de certains décideurs publics, puisque comme je le disais tout à l'heure, grâce à la figure un petit peu de référence que constitue l'UICN au niveau international comme mondial, c'est la même chose, international comme français, on peut également essayer d'influencer sur certaines décisions politiques. Des recommandations aussi qui ont pu être tirées de ces retours d'expérience-là. Comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais la priorité d'implantation des projets sur des sites artificialisés. Bon, ça, c'est pas tout à fait nouveau. Il y a aussi dans la question de la planification, et là, on peut en parler un peu plus longuement, la planification qui doit être nécessairement couplée au zonage des enjeux de biodiversité. Quand je dis on peut en parler un peu plus longuement, c'est par exemple sur les projets d'éolien offshore. L'UICN s'est d'ailleurs prononcé l'an dernier là-dessus, en début d'année. Je suis arrivé il y a quelques mois, il ne faut pas m'en vouloir. C'est prononcé sur la question des aires marines protégées et des projets éoliens. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le sens de protéger des zones, en l'occurrence en mer, mais il y a les mêmes questions qui se posent à terre, et d'installer des projets qui restent des projets industriels dans ces zones-là. Je ne vais pas forcément me faire beaucoup d'amis en disant ça, donc je vais en rester là. Et puis ensuite, il y a la question d'une méthode d'analyse. L'idée, c'est que ça pourrait être intéressant. Beaucoup de répondants ont formulé l'idée de développer une grille multicritères qui permettait à la fois pour les porteurs de projets pour mieux concevoir leur projet en termes de phase amont et de mieux concevoir les mesures éviter, réduire, compenser, et à la fois pour les services instructeurs qui puissent leur permettre d'avoir un outil assez opérationnel pour juger de certains projets, effectivement mieux repérer si plusieurs scénarios d'implantation ont effectivement été réalisés. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à développer à l'avenir. Et puis évidemment, toujours une question de dialogue, de gouvernance des projets et de concertation avec le public qui reste absolument nécessaire sur ces thématiques-là. Et comme on le disait tout à l'heure,
toujours améliorer, toujours investir, comme disait Florence, sur la connaissance, sur les projets de recherche qui sont absolument nécessaires. Florence parlait tout à l'heure du projet Drakkar Mermaid. Il y a aussi France Énergie Marine porte aussi les projets Migratlan, coordonne les projets Migratlan et Migralion qui étudient les migrations sur la façade atlantique et dans le golfe du Lion qui vont être très intéressants aussi pour le développement des futurs projets éoliens. Voilà, j'ai essayé d'être bref parce que j'avais un temps limité. Mais j'espère que c'était assez clair. Comme je vous le disais, cette brochure est disponible sur le site internet. Vous pouvez y trouver aussi justement ces exemples de bonnes pratiques qui sont intéressantes et que j'ai pas développées ici. Et puis voilà, je pense qu'on pourra continuer à en discuter autour de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci Paul, et je vous invite toutes et tous à lire cette brochure qui est effectivement très intéressante. Quelques questions maintenant aux uns et aux autres. Cédric et Florence, je vais vous interroger en même temps. En tant que développeur, comment vous réagissez de manière générale aux demandes que peuvent avoir les ONG? On a pu voir des exemples de travaux communs, tu en as cité quelques-uns, notamment Florence. Comment vous arrivez à prendre en compte ces recommandations et sortir d'une vision qui peut être conflictuelle sur ce sujet? Je te remercie, Cédric. Je pense que le plus important, c'est convaincre. Déjà, il faut parler le même langage. Il faut qu'on puisse démontrer aux ONG qu'on fait les choses bien. Nos projets, fondamentalement, ce sont des projets qui visent à agir contre le changement climatique. C'est quand même ça qui est la cause d'un impact énorme sur la biodiversité. Donc ça, c'est un des premiers paramètres. Il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ça. Si on n'est pas d'accord sur le fait que les énergies renouvelables contribuent à ça, on ne va pas aller très très loin. Mais dès lors que sur ces fondamentaux on est bon, je pense qu'on peut discuter, avoir des échanges très intéressants avec les associations environnementales. C'est ce qu'on disait tous les deux avec Cédric. Ce sont des garde-fous. Ils sont très utiles. Des fois, ils pensent à des sujets auxquels on n'a pas forcément pensé. Ils aiment simplement... Votre attention, s'il vous plaît. Le speech innovation, production d'électricité d'origine renouvelable, régime contractuel, pricing et stratégie de valorisation va bientôt débuter dans la salle atelier. C'est long en plus. Donc voilà, donc les associations aiment beaucoup s'impliquer sur nos projets. C'est pas toujours évident de les impliquer sur nos projets, puisque en particulier pour l'éolien en mer, ça a il faut des moyens, il faut des accréditations, habilitations. Tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Donc tout ce qui va se passer à terre pour des collectes d'informations, pour des chauves-souris, des oiseaux à terre, pas de problème. En mer, beaucoup plus compliqué. On préfère laisser ça à des professionnels ou à des scientifiques. Pour nous, ce qui est très important, c'est que tout soit baqué scientifiquement. On parle beaucoup de nos projets comme contributeurs à l'amélioration de la connaissance, mais la littérature grise, on conteste toujours le fait que nos études ont une réalité ou ont des conclusions pertinentes, puisque finalement on paye ces études. Ce sont quand même des scientifiques, ce sont quand même des professionnels qui le font, on les paye pas on paye pour avoir des résultats, pas pour avoir les résultats que nous souhaitons. Donc voilà, travailler avec les associations environnementales, c'est essentiel. C'est par eux que passe l'acceptabilité de nos projets. C'est eux les plus gros opposants, et donc il faut vraiment travailler avec eux. On ne peut pas faire sans eux. Maintenant, encore une fois, il faut qu'on ait des fondamentaux communs. Si on n'est pas d'accord sur le principe que des éoliennes ou, d'une manière générale, les énergies renouvelables contribuent à la réduction ou à les effets négatifs du changement climatique, on ne va pas aller très loin. Peu de choses à compléter, Florent. Ça a été très exhaustive. Moi, je rajouterais un élément. Effectivement, les ONG, ils ont un rôle pour nous essentiel. C'est eux qui nous font grandir. C'est eux qui, effectivement, émettent des garde-fous. J'émets simplement une vigilance par rapport aux ONG. C'est parfois certaines ONG qui sont en refus de discussion. Et je pense que le débat, il est important. Les contradictions sont essentielles. On n'est pas tous d'accord, et c'est normal. Mais néanmoins, fermer la porte, je ne pense pas que ce soit une solution. Donc j'invite vraiment toutes les ONG, il y en a peu malheureusement, et heureusement, pardon, mais toutes à discuter et à échanger sur les thématiques environnementales de nos projets. Voilà, je ne rajouterai rien de plus, je partage totalement ce que disait Florence, mais j'aimais cette vigilance, ceci.
Merci. Paul, lors du congrès français de la nature organisé par l'UICN il y a quelques jours, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a appelé à, je cite, mieux articuler les objectifs énergétiques et de biodiversité, notamment le développement nécessaire des énergies renouvelables et la protection tout aussi nécessaire des écosystèmes qui peuvent être touchés par ce développement. Tu nous as présenté quelques exemples juste avant, mais pour toi, comment ça peut te sembler possible concrètement d'articuler ces objectifs et quel rôle peut prendre l'UICN et au-delà de l'UICN, les ONG pour parvenir au succès des objectifs fixés en matière d'ENR et de biodiversité? Grande question. Très grande question. Et si j'avais une réponse simple, je pense que je ne serais pas le seul et qu'on n'aurait pas cette table ronde. Mais déjà, je voulais juste revenir sur un point qui effectivement est fondamental. C'est, comme on le dit toujours, comme l'a dit Madame Pannier-Runacher, il faut concilier les deux, transition énergétique et protection de la biodiversité. Parce que Florence, tu as raison, une des causes majeures de l'effondrement de la biodiversité, c'est le changement climatique, mais c'est aussi le changement d'affectation des sols et la destruction des habitats naturels. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette question. Déjà, pour parler du rôle des ONG, parce que ça fait un peu le lien avec l'échange que tu viens d'avoir avec Florence et Cédric, juste avant, pardon. Effectivement, les ONG, on peut parler de rôle de garde-fou peut-être, mais on peut aussi évoquer le rôle qu'elles jouent dans la connaissance, dans la création de connaissances, notamment parce qu'elles sont sur le terrain et que ça permet d'avoir beaucoup de monde. Parce qu'aujourd'hui, justement, on dit qu'on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez de connaissances, on a toujours besoin de plus. Et ben, parfois, les moyens publics sont limités pour le faire, en particulier aujourd'hui, dans un contexte budgétaire assez technique. Donc, les ONG peuvent représenter une source d'informations, de connaissances, de données sur laquelle il faut capitaliser. L'UICN a un rôle assez particulier, puisque vu que dans nos membres, on a à la fois des représentants du monde public, de l'État, et à la fois des ONG militantes aussi, nous, on a une position très intermédiaire. Et le rôle de l'UICN, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais quand même, c'est vrai qu'on peut jouer un rôle intéressant là-dedans, notamment grâce à nos groupes de travail, grâce à notre réseau d'experts, dont Jean-François d'ailleurs. On peut promouvoir le dialogue, parce que comme disait Florence, c'est absolument fondamental qu'un dialogue puisse s'établir entre des gens qui sont convaincus qu'il faut protéger la biodiversité et des gens qui sont convaincus qu'il faut développer les énergies renouvelables et protéger la biodiversité. Donc l'idée, c'est que par exemple, dans les groupes de travail dédiés aux énergies renouvelables que nous pilotons, on a à la fois des représentants de nos membres, des experts, et aussi on invite des représentants de la filière. On a Robin, on a Julie Freix du CERF, on a des gens de différentes entreprises porteurs de projets. Et ça, c'est absolument fondamental. Ensuite, comment faire pour concilier? Eh ben, déjà, ça commence par la connaissance. Ça commence aussi par le respect de la réglementation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la question des aires protégées, pas que marines, mais des aires protégées. C'est vrai que l'UICN s'est positionné contre l'implantation de l'éolien offshore, par exemple, dans les aires marines protégées, en partant du principe que les aires marines protégées sont là pour conserver les habitats naturels et que implanter un parc éolien, que ce soit un parc éolien, une plateforme pétrolière ou toute autre installation industrielle, représente une modification de l'habitat et n'est donc pas compatible avec la préservation de la biodiversité dans les meilleures conditions. Maintenant, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'on peut voir, comme on évoquait tout à l'heure, des effets positifs que peuvent avoir les parcs éoliens. On peut voir aussi des mesures qu'on peut mettre en place pour effectivement avoir un effet net positif, c'est-à-dire peut-être profiter d'un parc éolien pour modifier l'impact que l'humain a sur un secteur marin en particulier. On peut parler de la pêche. Typiquement, si un parc éolien peut représenter un sanctuaire où il n'y a pas de pêche, peut-être que ça peut être l'occasion justement d'avoir une action positive sur un compartiment de la biosphère. Ça, c'est un exemple. Et on a les mêmes conclusions qui peuvent s'appliquer à des projets terrestres selon la gestion qui va être faite du foncier au droit d'un parc éolien terrestre comme d'un parc photovoltaïque. On l'évoquait un petit peu avec Jean-François tout à l'heure sur comment on va gérer la végétation au niveau des infrastructures linéaires. Donc voilà, je pourrais parler beaucoup plus longtemps, mais je pense qu'il faut qu'on avance. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, il n'y a pas de réponse simple parce que c'est un sujet complexe. Ce qui est sûr, c'est que il y a un très grand nombre d'habitats différents, qui soient naturels, artificialisés,
à différents grades d'anthropisation. Il y a une très grande diversité de types de projets, de technologies différentes, que ce soit pour l'éolien, pour le photovoltaïque. Donc à chaque fois, et c'est ça la difficulté, c'est que c'est un cas par cas en fait. C'est qu'il n'y a pas de réponse facile. Il y a des grands principes à mettre en place. Le respect des réglementations en matière de protection des zones à enjeu de biodiversité, en matière d'application des mesures ERC. Parce que c'est aussi peut-être une limite, c'est qu'aujourd'hui on a effectivement une réglementation qui est assez contraignante dès lors qu'il y a des espèces protégées. Dans le cadre d'une dérogation espèces protégées, on a effectivement des mesures de suivi à mettre en place, mais le suivi peut être aussi mis en place de façon stricte et surtout standardisée, homogène, dans tous les projets, qu'il y ait des espèces protégées ou non, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de dérogation espèces protégées qu'il n'y a pas d'enjeu en termes de biodiversité. Et effectivement, promouvoir l'application de protocoles standardisés qui sont la clé pour avoir comment dire, des conclusions scientifiques solides, des protocoles qu'on met en place sur tous les parcs, qu'ils soient éoliens, solaires ou autres, à la fois sur terre et en mer, évidemment des protocoles adaptés à chaque type, mais avoir des protocoles standardisés et des mesures de suivi qui sont solides, qui sont elles aussi standardisées, qui permettent de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe avant le projet, après le projet, c'est aussi quelque chose qui doit être porté, qui doit être promu et qui sera vraiment la clé pour comprendre mieux comment déjà les énergies renouvelables impactent, pardon c'est un anglicisme, ont un impact sur la biodiversité. Et puis aussi, comment optimiser les mesures ERC parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça coûte cher, donc ça peut être un frein pour certains projets. Et donc, l'idée, c'est aussi de savoir quelles sont les mesures les plus efficaces, comment on peut aller vraiment à l'essentiel pour limiter les impacts sur la biodiversité, tout en garantissant la rentabilité des projets qui reste absolument nécessaire. Très bien. Et des recommandations qu'on retrouve justement dans le livret et avec des exemples de bonnes pratiques. Je n'invente rien. Exactement. Et qu'on pourra retrouver aussi dans les livrets qui seront publiés par France Renouvelable en novembre. Jean-François, une question et puis après une dernière question qui vous sera commune. Jean-François, aujourd'hui les réseaux de transport d'électricité ils bénéficient d'un retour d'expérience de plusieurs décennies. Tu nous l'as présenté tout à l'heure. Quel conseil tu aurais de ton expérience pour la filière plus jeune qu'est les énergies renouvelables, qui est une filière qui a au final 2-3 décennies, alors que les réseaux d'électricité bénéficient de ce retour d'expérience, notamment de l'accompagnement d'autres acteurs depuis bien plus longtemps que ça? Oui, dans les recommandations, ce serait très prétentieux de ma part. Moi, ce que je peux témoigner pour avoir été 18 ans en charge de l'environnement à RTE, c'est que ce qui est un énorme allié, c'est d'avoir un système de management de l'environnement solide. Ce qui nous a aidé, c'est d'avoir ce système de management avec une politique environnement qui, en particulier, et ça c'était un peu spécifique à RTE, prenait en compte dans un de ses axes les parties prenantes, parce que souvent l'environnement avait été vu, l'impact sur la nature, voilà. Bon, mais là, il y avait la prise en compte des tiers, en fait, ceux qui n'ont pas une relation contractuelle avec RTE, mais qui vivent autour de nos installations. Et le fait d'avoir dans notre système de management la préoccupation de tous ces acteurs a structuré la façon de travailler dans l'entreprise. Et je pense que c'est ce qui nous a aidés à faire tous ces partenariats. La deuxième chose qui a été, je trouve, très fort et d'ailleurs qui continue encore aujourd'hui, c'est d'être certifié ISO 14001. Parce que beaucoup disent, moi j'ai un système de management, j'en ai un. En fait, pendant longtemps, EDF, d'ailleurs avant, puisqu'avant c'était EDF, on pensait qu'on était des très bons. Alors, on était très bons, mais le jour où on a voulu être certifié, on a trouvé des pans entiers de problèmes qu'on a réglés avec grand-peine. Je parle par exemple de la veille réglementaire. C'est un sujet extrêmement complexe. Là, on le regarde au sein du CILB. Toutes les entreprises du CILB ont le même problème. Je pense que c'est pareil pour vous. Donc, du coup, on a souvent tendance à pas trop le faire. Quand on est certifié ISO 14000, il y a un aiguillon. Alors, les auditeurs, ils savent que c'est compliqué, donc il y a un moment, ils arrêtent de pousser. Mais quand même, ça nous a fait énormément progresser. Le deuxième point, j'en ai parlé, c'est les partenariats. Parce que finalement, de travailler avec ceux qui, au départ, finalement, étaient plutôt hostiles à nos installations,
finalement, eux ont eu un autre regard sur nous, nous, on a eu un autre regard sur eux, et ensemble, on a beaucoup progressé. Donc ça a été, pour moi, un deuxième point extrêmement important dans l'entreprise, c'est cette mutation qui a commencé, j'allais dire, avec le CNA en 2004, et qui s'est prolongée sur la grande ligne que vous avez vue. Puisque, effectivement, sur le graphique, vous avez vu que le premier point, j'aime bien le rappeler, c'est 92, l'accord réseau environnement qui a été signé entre l'État et EDF, où l'État nous a dit, allez-y, vous pouvez investir sur l'environnement, et on a décidé sur quoi on allait investir. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, notre objectif, c'était passer des lignes, faire marcher l'électricité, point barre. Après, il fallait respecter la réglementation, mais rien en plus. Mais ça ne suffisait pas, rien en plus, parce que la réglementation, elle ne fait pas tout. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des engagements au-delà de la réglementation. Et du coup, naturellement, je vous l'ai dit aussi, c'est les engagements, et là c'est né avec le Grenelle de l'environnement, la stratégie nationale sur la biodiversité, où l'État avait constaté que la première stratégie avait donné rien du tout parce qu'elle était restée dans les ministères où ça n'avait pas rien produit, et où l'idée, ça a été de dire il faut que la société civile aide à mettre en place la stratégie. Et du coup, on fait des engagements. Et après, ça s'est traduit par tout ce que je vous ai dit. Et ça, c'est fort aussi qu'une entreprise, et je l'ai constaté en voulant développer le même outil en Europe, c'est que les entreprises européennes disent « Ah, c'est génial, c'est génial ». Puis quand on leur dit « Alors, c'est quoi vos engagements que vous allez publier ?» Terminé, il n'y a plus personne. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas dire ce qu'ils veulent faire. Je pense que cette culture qu'on a eue en France, avec le Grenelle de l'environnement, d'accepter le risque de dire voilà à quoi on s'engage. Voilà, je ne l'ai même pas dit, mais c'était écrit. RTE s'est engagé à transformer 2300 hectares sous nos lignes. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est par rapport à 40 et quelques mille hectares. Mais quand même, le fait de le faire, ce n'est pas si simple de faire ces hectares. Et le fait de s'être engagé, je peux vous assurer que c'est un moteur dans l'entreprise et que tout le monde s'y met. C'est très fort de s'engager vis-à-vis de l'externe et pas que vis-à-vis de l'interne, ce qui est un peu le cas de l'ISO 14001. Donc ça ne suffit pas, l'ISO 14001. Merci. Et alors, pour conclure, une dernière question commune à vous quatre. Je vous laisserai prendre la parole à tour de rôle. En une phrase, qu'est-ce que vous retiendrez aujourd'hui de cette table ronde et comment vous voyez les réponses possibles pour, comme le dit le titre de la table ronde, construire ensemble un système électrique renouvelable respectueux de l'environnement? Florence, peut-être commencer, puis on... Moi, j'utiliserais un mot, c'est collaboration. Si on veut travailler ensemble, il faut collaborer. Si on n'est pas, encore une fois, aligné sur des fondamentaux et on n'est pas capable de se parler, on n'ira nulle part. Il faut que chacun fasse un effort pour essayer de comprendre l'autre. Ça passe par de l'éducation, par de la pédagogie, mais il faut qu'on puisse savoir se parler, essayer peut-être de prendre du recul par rapport à... C'est vrai que nos installations sont visibles et quand on parle d'impact, souvent sous couvert d'impact environnementaux, mais biodiversité, en fait, ce qui gêne vraiment les gens, c'est qu'on les voit. Donc si on est capable de se dire, bon, fondamentalement, c'est ça mon sujet, et qu'on est, voilà, on est honnête, je pense qu'on arrivera à faire un pas en avant et à collaborer tous ensemble. J'aurais envie de retenir une des propositions de l'UICN, parce que en fait, je l'observe depuis quand même de longues années où je travaille avec l'éolien, sans jamais d'ailleurs avoir été directement en charge. Hein. Mais c'est la planification. Je pense que la planification avec nos parties prenantes est fondamentale, parce que quand on a choisi une localisation et qu'on commence à développer les études sur le terrain, souvent, il y a beaucoup de choses qui sont trop tard. Il faut absolument avoir de la planification et des études environnementales au niveau de la planification. Dans notre métier, nous, d'électriciens, c'est ce qu'on appelle les études de contexte. Et vous voyez, j'ai cet exemple de la ligne Cotentin-Maine de 130 km. L'aire d'étude, c'était Cherbourg, Rennes, Le Mans. Donc, pour ceux qui connaissent l'ouest de la France, vous voyez la surface. La première étude environnementale, c'est à cette échelle-là qu'on l'a fait. Et après, on termine, évidemment, avec une étude d'impact sur un site. La planification, pour moi, c'est le maître mot pour la suite. Merci Jean-François, je suis assez d'accord avec ça. Si je devais retenir un mot, je tenterais peut-être le mot lucidité. Il faut qu'à la fois les porteurs de projets, que le monde que la filière des énergies renouvelables soit lucide sur la nécessité urgente et absolue de préserver au maximum les écosystèmes. Il faut à la fois que le monde militant, associatif, soit lucide sur la nécessité urgente et absolue d'effectuer une transition énergétique. Et effectivement, grâce à ça, ça peut amener au dialogue et à la collaboration.
Grâce à ça, ça peut aussi pousser à mieux planifier. Planifier dans un sens logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, arrêter des zones d'études pour installer des projets éoliens en mer avant même d'avoir les résultats des études sur les façades maritimes Migra-Lyon, Migratlan que j'évoquais tout à l'heure, ça peut poser question, parce que derrière, on va se rendre compte qu'en fait, le parc éolien qu'on a prévu à tel endroit, sur lequel on a déjà lancé plein d'études, en fait, il est en plein milieu d'un couloir de déplacement du Puffin des Baléares, espèce protégée en danger critique d'extinction, et sur la liste rouge de l'UICN. Et donc, mince, on aurait dû le prévoir avant. Donc, effectivement, je pense que c'est un enjeu majeur, tout à fait. Moi, j'utiliserais le mot positif. Parce que là, durant cette table ronde, on a pu s'apercevoir que beaucoup d'impacts positifs de la profession envers la biodiversité étaient possibles. RTE nous a proposé des très belles actions. L'UICN nous en évoque également. Moi, je pourrais vous en donner des exemples aussi. Mais soyons fiers de nos métiers, soyons fiers de la proposition de préservation de biodiversité que l'on propose dans nos projets et arrêtons de se flageller. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les quatre pour cette table ronde qui, je pense, a offert des points de vue très intéressants et très complémentaires. Merci à toutes et tous pour y avoir assisté. N'hésitez pas à venir rencontrer nos intervenants juste après la table ronde. Et puis je vous souhaite une bonne journée au Colloque national éolien. Merci.